Bonjour, bienvenue sur ce Web Live MG. On va parler aujourd'hui de rupture conventionnelle, les avantages, les inconvénients, vous allez tout savoir. Comme d'habitude, je vais jouer le Candide, mais je suis bien entouré. À mes côtés, Jean-Luc Rossi, bonjour. Bonjour Laurent. Directeur général du groupe MG, expert comptable, et vous êtes le patron de l'agence d'Albertville. Absolument. Il y a déjà du monde à Albertville, je crois. Oui, on est une trentaine, avec la structure MG Solutions RH et MG Compte de Savoie, plus particulièrement la comptabilité. Alors justement, pour s'occuper de cette section, on a Camille Linder, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes manager et juriste. Tout à fait. Ça se passe bien? Oui, tout à fait. Très bien. Il y a du dossier. Hein. Oui, il y a du dossier. On ne trouve pas d'employés en ce moment, mais il y a toujours des petits conflits dans les entreprises. Tout à fait. Et des besoins aussi, pas forcément des conflits. Alors, on est là pour parler, bien sûr, de rupture conventionnelle. Vous allez tous savoir sur comment ça se passe, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et vous pouvez aussi réagir avec vos téléphones en indiquant votre interrogation sous la vidéo. Tous les commentaires seront pris en compte. Il y a des questions qui vont sans doute apparaître au fur et à mesure de l'émission. Et puis, il y en a d'autres qui nous permettront peut-être de nous orienter différemment. En tout cas, même après ce live en direct, vous pourrez avoir des réponses grâce aux équipes d'MG et la dextérité, entre autres, de Camille. Avant toute chose, j'aimerais, Jean-Luc, qu'on revienne sur MG Solutions RH, un petit focus sur les différents services que vous proposez. Rapidement, MG Solutions RH, c'est la structure dédiée chez MG pour toutes les missions sociales. Elle est composée aujourd'hui de 45 personnes sur 3 sites, donc Annecy, Albertville et Laravoir. Et Lyon aussi, Jean-Luc. Et, Lyon, on a une petite structure sur Lyon, en effet, de 2 personnes aujourd'hui, donc sur 4 sites, pardon. Et c'est vrai que on propose toutes les missions possibles et imaginables auprès de nos clients, telles que le basique, c'est-à-dire la production de bulletins de paye, les charges sociales, mais également l'assistance de mise en place pour les contrats d'intéressement, pour tout ce qui est le comité social et économique, donc les délégués du personnel. Donc toutes ces missions sont dédiées à nos clients et aujourd'hui, on est, comme je vous l'ai dit, 45. Allez, on rentre dans le vif du sujet. La rupture conventionnelle, de quoi s'agit-il exactement? Alors, la rupture conventionnelle homologuée, en fait, c'est le mode de rupture du contrat de travail qui est négocié entre l'employeur et le salarié. Ça existe depuis l'année 2008 et aujourd'hui, en France, on arrive à 440 000 ruptures conventionnelles par an. Chez MG, c'est à peu près 200 par an, hein, Camille, je crois. Un petit peu plus, oui. Vous avez une habitude dans les démarches? Oui, on en a toutes les semaines. On accompagne nos clients sur ces ruptures. Oui, les entreprises utilisent énormément ce type de rupture du contrat de travail. En effet, quand la relation n'est plus les employés possible, aussi. Oui, totalement. Mais c'est vrai que c'est un mode de rupture qui est assez efficace. Et aujourd'hui, en fait, ça permet, en effet, quand la relation n'est plus possible pour travailler, de trouver des solutions en bonne entente et sécurisées, puisque on va vous le présenter, c'est une procédure qui est quand même bien harmonisée et homologuée par l'administration. Camille, est-ce que c'est valable pour tous les salariés? Alors, la rupture conventionnelle, c'est un mode de rupture qui ne peut être possible qu'avec les contrats à durée indéterminée, donc les CDI. Ça ne veut pas dire que la rupture amiable du contrat ne peut pas être faite avec d'autres types de contrats. Pour autant, ce ne sera pas la rupture conventionnelle, Laurent. Ce sera plutôt, par exemple, pour les CDD, une rupture d'un commun accord. C'est une procédure complètement différente de la rupture conventionnelle, mais quand même une rupture amiable. Mais pour revenir donc à la rupture conventionnelle, à partir du moment où le salarié est en CDI, il est éligible effectivement à la rupture conventionnelle, et quand bien même il serait un salarié protégé. Précision, Jean-Luc? Oui, alors les salariés protégés sont ceux qui bénéficient d'une protection contre le licenciement, tels que les membres du comité social et économique. Donc du coup, pour ces salariés, il y a une procédure qui est légèrement différente. Par contre, aujourd'hui, on va s'attarder vraiment aux salariés qui sont non protégés, donc salariés classiques, entre parenthèses.
Un autre point? Alors, le salarié en période d'essai ne bénéficiera pas d'une rupture conventionnelle, hein, la période d'essai ayant son mode de rupture spécifique. Donc, on peut engager une rupture avec son salarié en CDI dans n'importe quel contexte, Camille, ou quelque chose près? Alors, à quelque chose près, effectivement, hein, pour que la rupture soit valable, il faut qu'il y ait une liberté dans le consentement. Le salarié comme l'employeur doivent être libres de signer. Il ne faut pas ce qu'on appelle avoir un vice du consentement ou encore que ce soit fait sous pression. Sous pression, voilà. La rupture conventionnelle, pourrait être remise en cause, effectivement, si on est dans un contexte de pression, de harcèlement ou de menace. Donc le contexte serein de la rupture, il est quand même important. On reviendra un petit peu plus tard sur d'autres situations dans lesquelles il faut être un peu prudent quand même pour signer une rupture. Alors, est-ce qu'elle est interdite dans certains cas, cette rupture? Alors oui, elle est interdite dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois. Ce sont effectivement 2 cas dans lesquels les départs volontaires ont des règles en fait et des garanties propres au grand licenciement économique. Et en cas de difficulté économique d'une entreprise? Alors, en fait, oui, c'est vraiment exclu dans ces cas-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas effectivement faire de rupture conventionnelle en cas de difficulté économique, hein, effectivement. Par contre, il faut faire attention. C'est un des cas où effectivement il faut être vigilant parce que le salarié, dans le cadre d'un licenciement économique, peut bénéficier en fait d'une indemnisation plus importante par Pôle emploi et de garanties particulières liées au licenciement économique. Donc il ne faut pas qu'il soit lésé par cette rupture conventionnelle. Donc il faudra bien sûr s'assurer qu'il signe en toute connaissance de cause, effectivement, de ce qu'il perd en fait. Hein. On vient de survoler tous les cas un peu complexes ou les exclusions, on va dire ça comme ça. Mais quand on engage cette démarche, comment on s'y prend côté salarié ou côté employeur? Voilà. Concrètement, si le salarié est à l'origine de la demande, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, les salariés aussi sont très demandeurs de cette rupture conventionnelle. On conseille, même si c'est pas obligatoire, d'avoir un courrier du salarié qui indique effectivement son souhait de rupture conventionnelle. Ensuite, la procédure oblige, c'est une des obligations de la procédure, à avoir au moins un entretien. Ça peut être plusieurs entretiens si nécessaire pour la négociation de cette rupture. Les textes ne prévoient pas de formalisme, par contre, concernant la convocation, en tout cas l'invitation à l'entretien. Le délai non plus entre l'information sur la date de l'entretien et l'entretien n'est pas prévu par les textes. Donc, on peut pas s'y prendre le samedi pour le lundi, par exemple. Ah non, effectivement, on a déjà eu ce cas. Les tribunaux ont déjà tranché un salarié qui a été convoqué le samedi pour un entretien le lundi. Le délai n'est pas suffisant puisqu'il ne peut pas en fait, notamment, se préparer à l'entretien et peut-être voir s'il peut se faire assister. Alors, lors de cet entretien, on peut être justement assisté. C'est pas forcément une obligation, je crois. Non, c'est pas une obligation. Donc, le salarié peut effectivement souhaiter se faire assister dans cet entretien. Donc, il peut le faire avec un autre salarié de l'entreprise. Ou alors, pour les entreprises qui n'ont pas de représentant du personnel, il pourra se faire accompagner d'un conseiller extérieur. C'est des conseillers qui sont inscrits sur une liste préfectorale. Et l'employeur ? Et l'employeur, il ne pourra se faire assister que si le salarié l'est. Donc, effectivement, le salarié, il faut bien qu'il prévienne son employeur, c'est une obligation s'il souhaite se faire assister. Comme ça, l'employeur lui-même peut effectivement voir avec qui éventuellement venir à l'entretien. Donc, ça peut être soit un salarié de l'entreprise ou pour les petites entreprises, celles de moins de 50 salariés, ça peut être une personne qui appartient à son organisation patronale ou encore un autre employeur de la même branche d'activité. Alors, on est d'accord, on y va, on se lance. Comment ça se passe l'entretien? On se dit bonjour et après? Et après, effectivement, il faut avoir un véritable échange entre l'employeur et le salarié. L'employeur doit rappeler notamment au salarié qu'il peut contacter les organismes qui pourront l'aider à prendre sa décision, notamment Pôle emploi. C'est une mention d'ailleurs sur le formulaire de rupture, donc ça rappelle à l'employeur qu'il faut en parler. Et ensuite, donc, les parties se mettent d'accord sur la date de rupture, le montant de l'indemnité, les conditions de la rupture, prise de congé payé, clause de non-concurrence éventuellement, si le salarié en a une dans son contrat de travail. Donc tout le monde est à peu près OK sur les conditions, sur la situation. Étape d'après ?
À l'issue de l'entretien ou des entretiens de négociation de la rupture, il est temps de formaliser cette rupture. La formalisation vient par le remplissage d'un formulaire, donc c'est un formulaire type de l'administration que l'on doit utiliser. Ce formulaire, il est suffisant à lui seul. Il n'y a pas besoin de compléter par un autre document. Il est dispo sur un portail, je crois. C'est ça, tout à fait. Effectivement, on peut saisir le formulaire directement sur un portail qui est un portail de l'administration qui s'appelle TéléRC. Alors, les deux parties doivent signer le document, j'imagine. Tout à fait. Ça doit être bien effectivement signé par les deux parties, mention lue et approuvée, date de signature. Voilà, toutes ces mentions obligatoires sur le formulaire. Et surtout, le salarié doit avoir un exemplaire de cette rupture. Ça, c'est vraiment indispensable puisque c'est l'obligation de l'employeur de lui remettre. De lui remettre effectivement. Et d'avoir une preuve qu'il lui a remis aussi. Tout à fait. On est dans une boucle infernale. C'est ça. Disons qu'il va falloir le prouver parce que le risque, c'est quand même la nullité de la rupture si l'employeur n'a pas remis au salarié. Donc, par exemple, une petite mention sur le formulaire qui dirait « j'ai bien reçu mon exemplaire ». Voilà. C'est facile quand on écoute Camille, là, mais est-ce que c'est aussi rapide que ça, Jean-Luc? Eh bien, non, parce que quand même, malgré le fait que ça soit une procédure simplifiée, il y a quand même des délais qui sont à respecter et qui s'imposent. C'est justement ce qui permet de sécuriser toute la procédure. Alors, ces délais, Camille? Alors, on en a deux, en fait. Le premier, c'est un délai de 15 jours calendaires qui débute, en fait, le lendemain de la signature de la rupture. Ce délai, c'est le délai de rétractation. C'est ce qu'on connaît communément dans le droit de la consommation. On revient sur notre décision. Donc, le salarié comme l'employeur peuvent se rétracter. C'est par lettre recommandée, j'imagine. Voilà, c'est ça, par écrit. C'est ça. C'est une obligation de le faire par écrit, avec une date certaine. Donc, effectivement, il est conseillé de le faire par recommandé ou éventuellement par lettre remise en main propre contre décharge. Ça marche aussi avec les adresses électroniques, parce que dans les contrats de travail maintenant, on demande une adresse électronique aux salariés. En lettre recommandée électronique, oui, certainement, effectivement. Alors, non, ça se pratique pas beaucoup en réalité. Après, les rétractations sont extrêmement rares, de toute façon, puisque la plupart du temps, les salariés et les employeurs, quand ils ont signé une rupture, c'est changer d'avis après, ça devient compliqué voilà. dans la vie de l'entreprise. C'est ça, évidemment. Tout à fait. Oui, parce qu'en fait, si on se rétracte, ça veut dire que le contrat se poursuit comme si la rupture n'avait pas été signée. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu délicat ensuite dans les relations. Par contre, donc, dans la plupart des cas, il n'y a pas de rétractation. Et donc là, on poursuit la procédure. Donc, le deuxième délai, c'est le délai de 15 jours ouvrables. Donc, c'est le délai à partir du moment où on a transmis le formulaire à l'administration qui va donc étudier le dossier. En fait, elle va vérifier un certain nombre de données. Et l'homologation pourra intervenir, elle intervient finalement à l'issue de ce délai de 15 jours ouvrables. Et la rupture pourra intervenir au plus tôt au lendemain de ce délai. La date de rupture donc de ce formulaire de rupture est tout simplement le lendemain est conditionné par les dates qui sont indiquées sur le formulaire. C'est clair. C'est clair. Il me semble avoir vu passer une actualité dernièrement sur le sujet de la transmission de cette rupture. Tout à fait, Laurent, vous êtes bien renseigné. Vous m'avez bien aidé en fait. Aussi. Effectivement, depuis le 1er avril 2022, il n'est plus possible de transmettre par courrier le formulaire de rupture de demande d'homologation à l'administration. La télétransmission doit se faire donc via le fameux portail TéléRC dont on a déjà parlé tout à l'heure, et c'est une obligation. Alors, ça oblige à la saisie du formulaire sur le site, sa validation. Cela nous donne un numéro de dossier qui permet ensuite, effectivement, de télétransmettre la demande. Donc, même si les deux parties sont d'accord, il y a quand même des règles à tenir et il faut homologuer cette rupture. C'est ça. Il faut homologuer cette rupture. Et donc, on a des risques, effectivement, que la rupture ne soit pas homologuée. Alors, ça peut être, par exemple, en cas de soupçon de détournement des règles liées au licenciement économique, dont on a un peu parlé tout à l'heure. Alors, je voulais faire une petite précision parce que ça nous est déjà arrivé, notamment dans un dossier avec Jean-Luc. Il est possible que l'administration fasse une enquête quand même. Donc, ça peut aller loin quand même. Ça prend du temps, ça. Ça prend du temps. Alors, ils le font dans le délai de 15 jours. Okay. C'est assez rapide. Mais voilà, notamment s'ils ont des soupçons sur un détournement de procédure de licenciement. Donc, il faut faire quand même un peu attention. Si on fait beaucoup de ruptures sur un temps court, c'est pas exclu qu'on ait effectivement une enquête de l'administration. Et puis, ce fameux formulaire, il faut qu'il soit bien rempli dès le départ. C'est ça. Sinon, s'il manque encore une case, c'est comme la sécurité. Ça, c'est ça. Donc, en fait, la plupart du temps, quand même, effectivement, les refus d'homologation vont être liés à, effectivement, des
problématique de remplissage du formulaire, hein, des éléments manquants, ou encore si on n'a pas bien calculé les fameux délais, hein, ou si encore on a envoyé le formulaire de rupture avant la fin du délai de rétractation. Ça arrive quand même assez souvent. Hein. Ouais. Voilà. Ça peut être aussi lié à des problématiques par rapport à l'entretien, c'est-à-dire l'employeur qui se serait fait assister alors que le salarié ne l'est pas, ou alors que le salarié serait venu avec un membre de sa famille qui ne fait pas partie de la société. Et enfin, l'administration vérifie le montant de l'indemnité, savoir si on est au minimum requis. Et juste chez MG, donc, du coup, on établit un rétro-planning pour nos clients pour que vraiment aucune problématique se présente le jour J. Pas d'impair. Voilà, pas d'impair. Comme vous le disiez, c'est impératif de suivre cette procédure et les dates sont importantes. Alors, parlons indemnité. Des fois, on dit c'est l'employé qui veut partir, il n'a pas droit aux indemnités. C'est vrai ou faux tout ça? Non, il y a une indemnité de rupture obligatoire. Hein. Elle est d'ailleurs dans certaines conventions spécifiquement calculée. Donc, à une époque, c'était pas le cas, et depuis quelques années, c'est devenu ça peut obligatoire. Oui. Non, elle a toujours été obligatoire cette rupture. Mais c'est vrai que dans les deux sens. Oui. Enfin, oui, elle a toujours été obligatoire. Alors, en fait, elle va être obligatoire quelle que soit l'ancienneté. Et c'est ça la petite particularité, parce qu'effectivement, si on est dans le cadre d'un licenciement, il faut avoir effectivement au moins 8 mois d'ancienneté pour bénéficier d'une indemnité. Combien ça coûte? Alors, combien ça coûte? Alors, au minimum, justement, elle est au minimum de l'indemnité légale de licenciement. Dans un certain nombre de secteurs d'activité, il faudra effectivement comparer avec la convention collective, l'indemnité qui est prévue dans la convention collective, voire même effectivement une indemnité spécifique prévue dans la convention. L'indemnité, donc, elle est calculée en fonction de l'ancienneté et du salaire du salarié. Moins de 10 ans, plus de 10 ans, ça joue un peu, je crois. C'est ça, tout à fait. Donc, on a en fait une sorte de majoration au-delà de 10 ans. Pour exemple, un salarié qui aurait 6 ans d'ancienneté, il a le droit au minimum à 1 mois et demi de salaire moyen en indemnité. Par année de présence ou globalement? Globalement, son indemnité sera équivalent à 1 mois et demi de salaire brut. D'accord, ok. En fait, le calcul, c'est pour l'indemnité légale, c'est 1/4 de mois de salaire jusqu'à 10 années d'ancienneté. Et au-delà des 10 ans, c'est 1/3 de mois de salaire. Alors, vous avez parlé d'homologation à l'instant. Quand est-ce qu'on sait que c'est OK ou pas? Alors, la plupart du temps, l'homologation va être en fait tacite, c'est-à-dire qu'à défaut de réponse de l'administration dans le délai de 15 jours, l'homologation est validée. Elle peut de temps en temps être explicite. Ils nous envoient un courrier en disant on a homologué la rupture. À l'issue donc de ce délai de 15 jours, grâce notamment au dépôt électronique effectivement et à nos codes d'accès, on va pouvoir télécharger une attestation d'homologation sur le fameux site TéléRC. D'ailleurs, je conseille de bien conserver ces attestations parce que en cas de contrôle URSSAF, les contrôleurs la demandent quasiment systématiquement aujourd'hui. Par contre, si on est sur un refus d'homologation, elle sera forcément nécessairement explicite, puisque ce sera un courrier de l'administration qui nous indiquera les motifs du refus. D'accord. Alors, une petite question. On revient sur les entretiens qui viennent nous parvenir par intermédiaire des réseaux sociaux. Amandine de Nantes nous dit, pour l'entretien préalable, si le salarié est assisté, l'employeur peut-il se faire assister par un avocat? Alors non, l'avocat n'est pas effectivement un assistant, alors que ce soit pour le mutuel. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, le salarié ne peut pas non plus se faire assister par son avocat. Voilà, c'est vraiment la liste des personnes que j'ai indiquées tout à l'heure c'est dans le cadre. Voilà. Okay. Alors, que se passe-t-il peut-être, quelles sont les conséquences d'un refus? On n'en a pas parlé. En fait, le contrat de travail perdure et comme si aucune rupture n'avait été signée. Par contre, ça n'empêche pas de renouveler et de refaire une rupture conventionnelle rapidement derrière. Alors, en cas d'homologation, ça y est, on y va, on s'en va. Alors oui, il faut juste une petite précision. Alors si, c'est assez simple. Juste, je voulais préciser que pendant finalement tout le délai de la procédure, la rupture, le contrat se poursuit normalement. Le salarié peut prendre des congés.
S'il y a une suspension du contrat de travail parce que notamment il est malade, ça ne repoussera pas la fin de la rupture. C'est bien la date prévue qui actera la date de rupture. Donc à la date de rupture, l'employeur en fait transmet aux salariés comme habituellement les documents de fin de contrat, certificat de travail, solde de tout compte, etc. Et notamment l'attestation de Pôle emploi, puisque le salarié, il peut bénéficier en tout cas la rupture conventionnelle est une rupture qui permet d'ouvrir droit à chômage pour le salarié. Et ensuite, il va bénéficier de son dernier salaire normal et effectivement ses congés payés comme habituellement et de l'indemnité spéciale de rupture. Cette indemnité, elle est soumise aux cotisations sociales pour l'employeur? Alors, on va devoir distinguer deux situations. On a la situation du salarié qui a le droit de bénéficier de sa pension de retraite. Donc, ce salarié-là, effectivement, son indemnité va être soumise à cotisation et à impôt sur le revenu, comme dans le cadre finalement d'une indemnité de départ en retraite. Pour les autres salariés, par contre, chaque cas doit être étudié parce qu'il y a effectivement plusieurs plafonds, mais on va dire de façon générale, si on est au minimum de l'indemnité et que celle-ci elle est inférieure à 2 plafonds annuels de sécurité sociale, ce qui fait à peu près 82 000 € cette année, l'indemnité ne devrait pas être soumise à cotisation sociale. Mais par contre, elle est toujours soumise à forfait social pour l'employeur. C'est une cotisation une taxe de 20% de la somme. Si jamais l'indemnité elle est supérieure au minimum, dont on a parlé tout à l'heure, le supplément sera soumis à CSG, CRDS pour le salarié, à la charge du salarié. Alors on va dire que là, tout est terminé. Normalement, tout s'est bien passé, mais ce n'est pas forcément le cas. Dans 100% des cas, il peut y avoir des rebondissements. Quel serait le risque après cette transaction pour l'employeur? Alors, c'est vrai qu'on en a un peu parlé tout à l'heure rapidement, mais il existe toujours un risque prud'homal. On n'est jamais à l'abri d'une contestation de la rupture. La rupture conventionnelle peut être contestée dans les 12 mois qui suivent la fin de contrat. Les contestations les plus régulières seront celles sur le non-respect par l'employeur des conditions de la rupture, notamment par exemple le paiement de l'indemnité de façon tardive. Globalement, on est plus sur des irrégularités, pardon. C'est ça, des irrégularités sur la convention de rupture qui serait passée dans les mailles du filet de l'administration et qui n'aurait pas été vue à l'homologation, par exemple. Ou encore, et le plus souvent, en fait, ça va vraiment être le contexte dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que le consentement du salarié aurait été vicié parce qu'il n'aura pas eu toutes les informations, etc., ou qu'on sera dans un contexte un petit peu particulier au moment de la rupture. Quelques preuves qui sortent parfois du chapeau. Voilà. Mais c'est vrai que quand on est dans des conditions un petit peu particulières pour signer une rupture conventionnelle, il est préférable de conserver un maximum de preuves pour éviter, en cas de contentieux, de se retrouver démunis. Notamment, le contentieux sont beaucoup sur des situations de suspension du contrat de travail, par exemple une rupture conventionnelle avec un salarié en arrêt maladie. Dans ce cas-là, quand le salarié souhaite une rupture conventionnelle, je conseille d'effectivement faire plusieurs écrits. Un écrit du salarié qui demande la rupture, un écrit de l'employeur qui répond avec une date d'entretien, un rappel de ses droits, son droit de se faire assister, son droit à prendre contact avec les organismes qui peuvent l'aider dans sa décision. Voilà, des dates d'entretien assez espacées pour que on puisse pas dire qu'effectivement l'employeur a mis une pression au salarié pour signer cette rupture. En cas de nullité de la rupture, est-ce que ça a des coûts? Oui. Il s'agirait tout simplement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et donc, du coup, le salarié aurait le droit à l'indemnité de préavis et à des dommages et intérêts. Par contre, il devrait rembourser l'indemnité de rupture qu'il aurait perçue auparavant. Bon, c'est extrêmement rare, faut le dire. Je crois que depuis que vous exercez chez MG, vous n'avez jamais eu le cas, Camille. Aucune. Je n'ai pas eu de contestation de rupture. Et puis après, c'est une histoire sans fin, quoi. Voilà. Ça perturbe tout le monde. Mais bon, faut bien voir qu'à partir du moment où ce formalisme est finalisé, le contrat s'arrête. J'ai une nouvelle question, parce qu'on a fait à peu près le tour du sujet, on est d'accord? Oui. Donc, si vous avez des questions à poser, c'est maintenant. Je vous rappelle que vous pouvez faire vos commentaires sous cette vidéo, comme le veut les réseaux sociaux et la page YouTube. Alors, on a Fabienne d'Albertville qui nous demande, l'employeur, lors de l'entretien, peut-il être assisté par MG? Pareil. C'est pareil que effectivement les avocats. On n'est pas avocats, mais c'est pour défendre les intérêts de l'employeur. C'est ça. Donc, c'est pas non, c'est pas. Non.
Non, non. On pourra lui donner des pistes, voilà, mais on ne peut pas l'accompagner. Par contre, toute cette procédure dont on vient de parler, ça, c'est votre job finalement. Oui, oui, oui. Hein, voilà, savoir comment ça se passe, etc. On s'occupe effectivement de fournir un planning et puis des indices. Alors, c'est vrai qu'on dit qu'on ne peut pas être là à l'entretien. Pour autant, si le salarié a des questions, on est toujours à disposition. Hein. Il suffit de noter ses questions, on y répond après ou même, voilà, on peut être disponible même pendant l'entretien, un petit coup de téléphone et on est là. Pour un employeur, c'est une situation délicate ou pas? Ou aujourd'hui, c'est rentré, entre guillemets, dans les mœurs? Honnêtement, la plupart des ruptures conventionnelles se font effectivement de façon assez fluide. Hein, Normalement, c'est 50-50, employeur-employé? C'est difficile ça dépend des cas, mais c'est quand même souvent finalement le résultat d'une constatation simplement du fait on n'a plus envie de travailler ensemble, etc. Donc finalement, ça va venir des deux naturellement, puisqu'elle existe cette rupture et qu'aujourd'hui les gens la connaissent. Donc, Une nouvelle question qui vient d'apparaître. Faut-il s'inscrire sur le site Télé RC? Et si oui, combien de temps à l'avance pour avoir des identifiants, j'imagine, les mots de passe? C'est ça. Alors normalement, en fait, dès qu'on commence à souhaiter saisir effectivement une rupture, on va tout de suite avoir une demande d'email. Et normalement, si le site fonctionne bien, je vous avoue que c'est pas tous les jours le cas, mais voilà, normalement, si le site fonctionne bien, on reçoit tout de suite un lien en fait, qui nous permet de commencer à saisir notre formulaire et immédiatement, finalement, on a effectivement les codes d'accès. Donc, J'ai une nouvelle question là, qui vient d'apparaître de la part de Chloé. Alors là, on parle d'une association, a priori. D'accord. On a parlé des entreprises, mais ça peut être le cas dans Absolument. Tout à fait. Tous les employeurs. Salariés, voilà. Une association qui ne permettrait pas de garder le salarié, est-ce que la rupture conventionnelle est possible? Bien sûr que oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est le même plan. Les associations ne sont pas exclues à partir du moment effectivement où elles sont régies par le droit privé. Autre question qui a été posée en amont cette fois-ci. Quelles sont les autres solutions que la rupture conventionnelle peut séparer d'un salarié? Est-ce qu'il existe des fiches mémo? Alors oui, il y a d'autres effectivement possibilités pour rompre un contrat. Hein. On sera sur les licenciements, donc ça va être effectivement dépendant de la raison pour laquelle on souhaite se séparer du salarié. Donc ça sera éventuellement étudié au cas par cas. Donc oui, nous on a un certain nombre de fiches mémo sur tous les types de ruptures dont on peut accompagner les clients. Donc si besoin, que la personne n'hésite pas à revenir vers nous. Et concernant la rupture conventionnelle, dans la newsletter que nous avons fait passer au mois de mai, on a justement un petit récapitulatif un petit schéma chronologique avec toutes les étapes de la procédure de rupture conventionnelle. Alors, on a parlé de cette rupture conventionnelle, ça concerne les deux parties. Quand c'est le salarié qui vient, qu'est-ce qu'on pense les employeurs en général sur une première rupture? Ils sont réticents, interrogatifs c'est vrai que ça dépend, on va dire, un peu des cas. Hein. C'est sûr que si déjà on est dans un contexte où effectivement on sent une démotivation du salarié, etc., ça peut être une opportunité effectivement pour l'employeur. Donc dans ce cas-là, il va être effectivement plutôt dans la positif, dans l'idée de rompre le contrat par une rupture conventionnelle. Après, c'est vrai que on peut aussi rentrer un peu dans l'engrenage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte une première rupture, effectivement, peut-être que tous les salariés qui souhaitent partir vont tenter une rupture conventionnelle et qu'à un moment donné, ça peut aussi coûter cher, puisque c'est vrai que les salariés qui ont beaucoup d'ancienneté, mine de rien, l'indemnité n'est pas négligeable non plus. Enfin, si l'employeur dit non... Par contre, si l'employeur dit non, le salarié, s'il souhaite vraiment partir... ça monte en pression. Ça peut monter en pression, effectivement. J'ai encore une question qui vient d'apparaître là, sur les réseaux sociaux. Le salarié doit-il être en copie d'un lien de télétransmission et d'un code affecté à la rupture? Alors non, sachant que pendant effectivement le processus, dans les documents, les éléments qu'on remplit sur le formulaire, on a l'email du salarié, c'est obligatoire de le transmettre. Donc en fait, il va avoir comme l'employeur finalement toutes les étapes de la procédure qui vont lui être envoyées par l'administration au fur et à mesure de la procédure.
Voilà, on va remercier Aurélie Dumas qui est au service marketing de MG et qui s'occupe de nous transmettre en live les questions. Je pense qu'on a fait le tour. Après, si vous avez d'autres questions qui n'ont pas été abordées durant ce live, eh bien, comme il reste en place sur les réseaux sociaux, vous n'hésitez pas à faire vos commentaires et régulièrement, eh bien, on ira scruter ces commentaires pour vous apporter des réponses en off ou en in, selon, et puis vous pouvez contacter directement les services de MG Solutions. Jean-Luc, merci pour cette rupture conventionnelle, mais c'est pas une rupture au niveau de nos web live, puisque c'est le 10e, mais c'est pas le dernier, je crois. Absolument. J'espère qu'on va encore en faire des quantités importantes. Voilà. Merci Laurent. Merci à vous, merci Camille pour ces précisions. Ça s'est fait dans la joie, la bonne humeur. Hein. Oui, très bien. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Oui, tout à fait. On vous souhaite un bon été, puis on se retrouve sans doute à la rentrée avec de nouveaux sujets pertinents. À bientôt.